Au Moyen-Âge, de retour des croisades, un seigneur avait ajouté Nazareth au nom du village de Jujal. Est-ce un hasard si quelques siècles plus tard, en 1933, c'est ce petit coin de Corrèze que l'organisme chargé d'aider les premiers juifs persécutés par Hitler choisit pour implanter une ferme-école, un lieu où de jeunes juifs d'Allemagne et d'Europe centrale pourraient apprendre l'hébreu, l'agriculture et l'élevage avant de partir s'installer et faire leur vie en Palestine. Rejoindre cette terre, la terre promise. Donc, depuis que Thomas Herzl, à la fin du 19e siècle en Angleterre, avait lancé ce qui va être connu sous le nom du sionisme, et bien évidemment aussi c'était une démarche qui était une démarche collective avec l'objectif de vivre en communauté et de vivre de son travail. Une démarche collective un peu déroutante pour la population de ce village limousin, un choc des cultures provoqué par l'arrivée de plusieurs centaines de jeunes étrangers citadins et cultivés, débordant d'énergie et vivant dans la mixité. Pierre Estivy était adolescent à l'époque, il se souvient que les filles en short avaient provoqué un beau tollé. Il y avait des ragots, quoi, des inventions. Ils étaient taxés de mauvaises mœurs. Ils vivaient en commun, mais ils ne faisaient aucun mal à personne. Il y avait une suspicion à l'avance, voyez-vous. Le juif, c'est le juif. Ou c'était. J'espère que ça évolue. L'antisémitisme était tout à fait latent en Corrèze. La Croix de la Corrèze, dont on peut connaître l'orientation de par son propre titre, a des articles qui sont particulièrement durs où l'on évoque, s'agissant de la SFIO, le juif Blum. Donc là aussi, c'est un état d'esprit qui est présent et qui va perdurer et qui va être exacerbé. Jusqu'en 1935, le sous-préfet de l'époque, qui sera fusillé pour collaboration à la libération, entretiendra rumeurs et soupçons sur le kibboutz corrézien. Pourtant, pendant 3 ans, dans cette ferme et dans les champs alentours, les jeunes juifs travailleront la terre d'arrache-pied, dans des conditions souvent spartiates. Le père de Lucien Verlac les avait hébergés. Ils ont très bien évolué, ils étaient fiers d'ailleurs de montrer leur réussite. Ils allaient au marché de Brive, ils faisaient les marchés toutes les semaines, 3 fois par semaine. Ils se nourrissaient des retours de marché. Quand il restait des légumes, ils mangeaient. Quand il n'y avait plus de légumes, ils buvaient de l'eau. Et ils étaient courageux, ils avaient pleine volonté. C'était des gens qui voulaient arriver à un but. Ils n'étaient pas venus ici pour se promener, ils étaient venus ici pour une question bien précise. C'était connaître une profession pour partir en Palestine, se créer un passage et une sécurité là-bas. À la mairie de Jujal-Nazareth, l'état civil conserve les documents des nombreux mariages entre garçons et filles du kibboutz. Des mariages blancs pour la plupart, mais nécessaires pour obtenir l'autorisation d'émigrer en Palestine. En 1935, le kibboutz corrézien est fermé par les autorités. Tous ses occupants s'installent en terre promise à Ayelet HaShahar, à des milliers de kilomètres de la Corrèze. Les adieux ont été déchirants parce que ma mère m'en parlait. Elle me disait toujours, nous nous sommes quittés, nous avons pleuré, ça a été terrible. Les adieux, parce que des liens très forts s'étaient créés entre eux. Et Hélène avait dit à ma mère avant de partir, dans un français un petit peu approximatif, tu sais Yvonne, je reviendrai. Après la guerre, quelques-uns sont revenus, très peu. De rares amitiés se sont tissées. Mais en Israël, le souvenir du village corrézien s'est vite estompé dans le tourbillon de la construction de l'État hébreu. Aujourd'hui, l'histoire de l'expérience socialiste des premiers kibboutz est un peu occultée en Israël. Dans le nord du pays, le kibboutz d'Ayelet HaShahar est devenu une énorme entreprise agricole où plus personne ne s'intéresse au petit village corrézien qui accueillit ses fondateurs.